Alors Michel, bonjour. Dans le cadre du club francophone de la sclérose en plaques, vous avez abordé ce matin la conduite à tenir thérapeutique en vue d'un désir de grossesse chez une patiente qui a une sclérose en plaques. Quelles sont les données actuelles en 2014 sur les traitements immunomodulateurs? Alors actuellement, on a quand même beaucoup de données, que ce soit grâce au registre post-marketing des laboratoires pharmaceutiques, mais également en fait vis-à-vis des études académiques qui sont assez nombreuses pour les interférons et l'acétate de glatyramère. Donc je pense que maintenant on peut être assez rassurant pour pouvoir laisser ces traitements pendant la conception jusqu'au début de grossesse chez les femmes atteintes de sclérose en plaques en désir de grossesse. Par contre, les recommandations actuelles sont toujours quand même pour l'instant d'essayer de stopper le traitement en début de grossesse, sachant que les données à long terme sur les expositions in utero des fœtus à l'acétate de glatyramère ou à l'interféron sont plutôt rassurantes et que les données à long terme nous font dire qu'il n'y aurait quand même pas trop de risques à pouvoir laisser ces traitements-là durant la grossesse si c'est nécessaire. Pour les immunosuppresseurs, c'est un peu plus complexe? Oui, effectivement. Alors pour la mitoxantrone, les choses sont assez claires. On sait que c'est un intercalant de l'ADN et que donc il y a un risque fétotoxique qui existe et donc que la contraception est nécessaire au moins 6 mois après l'arrêt du traitement par mitoxantrone. Pour le fingolimod, les choses sont encore un peu floues. On a très peu de données humaines, mais il y avait un risque toxique quand même dans les études animales. Donc pareil, contraception nécessaire au moins 2 mois après l'arrêt du fingolimod. Pour le natalizumab, les choses sont quand même un peu plus rassurantes. On a des données humaines qui commencent à exister, entre autres grâce au registre post-commercialisation, qui est également rassurant avec des taux de fausses couches qui restent normaux et des taux de malformation aussi qui restent en fait dans les normes de la population générale. Mais c'est vrai que pour le natalizumab, je pense qu'il faut rester un petit peu plus prudent, essayer de l'arrêter probablement quand même lorsqu'il y a un désir de planification de grossesse, mais revoir probablement un peu au cas par cas. D'accord. Et les nouvelles molécules par voie orale, a-t-on des données solides de registre? Alors, les données solides, je pense que ça c'est pareil, les données humaines, on n'en a quasiment pas actuellement. Par contre, on sait que le terriflunomide qui a hérité en fait d'une catégorie X à la FDA, donc normalement vraiment contre-indiqué chez l'homme, il est fétotoxique en fait à des doses très inférieures aux doses humaines chez les animaux. Et donc actuellement pour le terriflunomide, ce qu'il est recommandé, c'est de faire même ce qu'on appelle un wash-out, en fait de donner de la cholestéramine pour éliminer complètement et le plus rapidement possible le terriflunomide de l'organisme chez les femmes qui désirent une grossesse. Et puis de vérifier par des dosages plasmatiques à 15 jours d'intervalle que le terriflunomide est vraiment inférieur à 0,02 mg par litre. Quand ces dosages sont de manière répétée bas, on peut à ce moment-là arrêter la contraception, mais donc c'est un petit peu contraignant pour le terriflunomide dans le cas d'un désir de grossesse. Pour le fumarate actuellement, les premières données ont l'air plutôt rassurantes, mais c'est un tout petit registre d'une quarantaine de grossesses actuellement qui ont été suivies. Donc pareil pour le fumarate, principe de précaution, arrêter au moins 2-3 mois avant un désir de grossesse, ça paraît raisonnable. Vous avez fait un travail récemment concernant la fécondation in vitro. Il y a des données, c'est une étude française, qui nous permettent de mieux préciser les produits à utiliser. Alors effectivement, c'était une étude multicentrique qu'on a réalisée donc sur toute la France. On a essayé de récolter un petit peu toutes les données chez les patientes qui avaient bénéficié d'une fécondation in vitro et qui ont une sclérose en plaques. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il était peut-être mieux quand même d'utiliser en fait des antagonistes de la GnRH et pas des agonistes de la GnRH qui étaient pourvoyeurs de plus de poussées en fait après fécondation in vitro. Merci Laure Michel. Je vous en prie.